Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons le management. Rappelons à celles et ceux qui s'étonnent d'un tel sujet dans une émission consacrée au développement durable que celui-ci ne se limite pas aux seuls aspects environnementaux. Dans son acception originale, issue du rapport Brundtland de 1987, un développement ne peut être durable ou soutenable que s'il prend en compte en même temps les paramètres des trois sphères, écologique, sociale et économique. Dans cette perspective, l'art de conduire une organisation est donc déterminant. Nous sommes avec la responsable de la formation diplômante Intelligence relationnelle organisationnelle collective, maître de conférence en sciences de gestion à l'Université de Lorraine. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Anne Carbonel, bonjour. Bonjour Éric. Merci de me recevoir ici à l'IUT de Metz où vous êtes responsable de la formation INROC. Expliquez-nous Anne Carbonel. INROC, cela signifie intelligence relationnelle, organisationnelle et collective. Jusque-là, on vous suit. Ce qui signifie à la fois les dimensions de la relation interpersonnelle entre les personnes au travail, qu'il s'agisse des personnes à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise. Organisationnelle par rapport à toutes les structures, les dynamiques, les processus qui permettent à une organisation professionnelle de fonctionner, et collective par rapport à l'intelligence collective qui peut se déployer au sein d'une équipe de travail. Anne Carbonel, lorsque vous parlez d'entreprise, ça ne se limite pas à l'entreprise, c'est, j'imagine, toute forme d'organisation, qu'elle soit administrative, entrepreneuriale ou associative ou autre. Complètement. Tout espace où des hommes et des femmes sont réunis pour travailler. Pour autant, la forme pyramidale de gestion d'une organisation est celle que nous connaissons tous. Dès lors, pourquoi chercher plus loin ? Finalement, c'est mathématiquement la forme la plus efficace pour encadrer le maximum de personnes avec le minimum d'individus. Donc voilà, on a tout ça. Si tout ça, à un moment donné, pour telle autre raison, l'entreprise se rend compte que cette forme d'organisation, finalement, une des choses qu'elle freine, c'est justement l'implication des gens, c'est justement l'agilité, c'est justement la captation des signaux faibles, y compris dans la sécurité, mais pas seulement, par rapport à l'innovation, la croissance et bien d'autres choses, que ces formes d'organisation rend l'entreprise rigide, peu résiliente, donc très fragile face à des tempêtes, des récessions, des coûts de concurrence, etc. Et qu'il faut chercher notre forme. Dans ce cas, il se tourne effectivement sur cette question-là. Comment on peut démanteler, se débarrasser de la bureaucratie hiérarchique et qu'est-ce qu'on met à la place ? Durablement Vôtre, Éric Mutschler. C'était le docteur en psychologie et professeur à ESP Europe, Isaac Getz, qui s'exprimait ici dans le cadre de la conférence annuelle de l'Institut pour une culture de sécurité industrielle, l'ISCI, le 30 septembre 2014. L'avantage de ce cours extrait nous permet à la fois de comprendre immédiatement le contexte de votre domaine de compétences, Anne Carbonel, et l'enjeu de votre domaine de recherche. Alors précisément, dans le cadre de la recherche, de nombreux travaux montrent que l'on assiste aujourd'hui à une révolution sociétale parce que l'on a beaucoup de problèmes qui sont apparus du fait des crises de confiance dans les politiques, crise écologique, environnementale, crise sociétale. Et donc, dans les organisations professionnelles, les salariés, les hommes, les femmes ont souffert aussi des répercussions des modes de management dits durs qui sont développés à partir des années 80. C'est cette structure pyramidale, du haut vers le bas. Tout à fait. Et cette structure pyramidale, qui a commencé à émerger dans la deuxième partie du XXe siècle... Est-ce que c'est lié, Anne Carbonel, à la révolution industrielle ? Alors ça a commencé. Ça a commencé là, avec le contrôle, la surveillance. Aujourd'hui, les conséquences de cette structure pyramidale sont extrêmement néfastes, puisqu'on, combiné à d'autres modes de management dits agressifs, dans les nouvelles formes d'organisation, se traduit par 10% de personnes qui sont engagées au travail, 60% qui sont désengagées
autrement dit qui vont sans plaisir au travail, et puis 30% qui sont malheureux au travail, avec tous les problèmes de stress, de burn-out, de souffrance, et leurs effets contre-productifs. Anne Carbonel, ces chiffres-là sont des chiffres qu'on peut qualifier de scientifiques. Absolument. De nombreux travaux de mes collègues en sciences de gestion spécialisés sur la souffrance au travail, de Christophe Desjours, un médecin spécialisé aussi sur ces questions-là, de Marie Peset, attestent de l'importance de la souffrance. En même temps, on peut se dire avec ces chiffres-là, Anne Carbonel, que finalement, si je suis malheureux au travail, c'est peut-être malheureusement normal. Ou en tout cas, je ne suis pas le seul. Alors, ça remet en question la finalité du travail. Est-ce que le travail est synonyme de souffrance? On dit une femme est en travail quand elle accouche, c'est pas toujours un accouchement sans douleur, mais est-ce que le travail pourrait être sans douleur? Anne Carbonel, ce n'est pas à vous que je vais bien sûr rappeler l'étymologie du mot travail. Latin, bien sûr, tripalium, cet instrument de torture sur lequel on fixait alors à la fois les animaux, on parle d'ailleurs toujours de travail lorsque dans le temps on ferrait les chevaux ou les vaches, on les plaçait là aussi dans un travail, mais aussi les esclaves pour les punir. Est-ce que finalement la souffrance, ou en tout cas le non-plaisir, n'est pas inhérent au travail lui-même? Alors, il y a une marge qu'il est important de souligner entre la souffrance ou la difficulté ponctuelle qui peut être génératrice de plaisir quand on arrive à la dépasser, comme le dit très bien Christophe Desjours, et la souffrance qui dure. Et là, c'est le pas qui conduit vers le sentiment d'épuisement professionnel et le stress, le burn-out et toutes les pathologies liées au travail, pathologies psychologiques. Donc, il est important que dans les organisations qui se veulent responsables, vous parliez de développement durable ou soutenable, la branche sociale du développement soutenable est largement sous-intégrée dans le management des entreprises. Alors certes, puisque j'enseigne la responsabilité sociétale des organisations à l'EIAE de Metz, certes, des entreprises, des organisations aussi non professionnelles s'emparent de ces questions-là, mais aussi beaucoup de grands groupes. Certes, des progrès sont faits. Mais là où la majeure partie des progrès devraient, à mon sens, être conduits, c'est dans les quotidiens. Parce que ces discours de responsabilité sociétale se traduisent parfois en actes et parfois pas. Et l'on a des pratiques de greenwashing et aussi de social washing. Est-ce qu'aujourd'hui, Anne Carbonel, une entreprise qui est menée par la recherche maximale de profit, prend en compte précisément cette dimension humaine? Des travaux de mes collègues de Lyon, Henri Saval, Véronique Zardet et le groupe de recherche de l'ISEOR, de recherche et d'intervention de l'ISEOR, ont très bien montré cela. Et je m'inspire de leurs travaux depuis bon nombre d'années avec d'autres collègues en sciences de gestion. La performance se décline à plusieurs niveaux. Si l'on vise que la performance économique, on se trompe. La performance est socio-économique. Autrement dit, c'est par les hommes et les femmes qui sont derrière chaque poste de travail que l'on peut atteindre le plus haut degré de performance. Parce que des performances financières mènent à court terme, et on l'a vu avec les différentes catastrophes financières, mènent à du court terme. Si on veut du long terme, il faut investir sur les hommes et les femmes. Sauf que c'est la question, est-ce qu'aujourd'hui on veut du long terme? Certaines entreprises ont cette vision, et on pourra le voir avec les exemples, que ce soit dans le management public, avec le ministère des Affaires sociales, du transport, avec des entreprises industrielles, Chronoflex, qui est aujourd'hui leader sur le flexible industriel, avec d'autres entreprises telles que Harley-Davidson, qui a mis en place un management libérant la créativité. Des progrès sont possibles, quel que soit le secteur d'activité. Si je vous comprends bien, Anne Carbonel, il s'agit rien de moins que de réinventer nos organisations. Les pauvres types aujourd'hui qui sont à la tête, ou les pauvres femmes qui sont aujourd'hui à la tête, vont d'une réunion à l'autre, qui sont prévues des mois à l'avance, parce qu'ils essayent de faire sens de toute cette complexité, de tous les projets qu'on leur soumet, qu'ils doivent constamment approuver heure après heure. Et il y a toutes ces autres personnes qui ont des capacités extraordinaires, qui sentent des choses, qui ont envie de faire bouger, et qui sont bloquées parce qu'ils doivent attendre d'avoir une heure avec le comité de direction pour peut-être faire passer leur truc. Et donc c'est en ça que, oui, si on veut prendre ce mot agilité, il y a énormément de gens sur le terrain qui sentent des choses, qui ont des idées, qui ont des initiatives, qui ont des talents. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à passer ce goulot d'étranglement. Durablement vôtre
Éric Mutschler. L'initiative bloquée par l'organisation, c'est en résumé ce que nous explique Frédéric Laloux dans une interview lors de la soirée Vivre l'économie autrement du 18 septembre 2015 au centre du Haumont à Mouveau dans le Nord sur le thème Vers des communautés de travail inspirées, réinventons nos organisations. Quel constat terrible et quel défi, Anne Carbonel. Oui, alors Frédéric Laloux a été pendant plusieurs années consultant international. Il s'est rendu compte à quel point les grands groupes auprès desquels il intervenait pouvaient être omnubilés par cette recherche de performance à court terme. Et il a constaté que les structures pyramidales étaient un frein considérable à la créativité, à la réinvention des organisations. Alors partant de ces constats, il a développé le concept avec d'autres collègues, de réorganisation, de réinvention des organisations. Il parle d'ailleurs de réenchanter l'entreprise. Oui, réenchanter l'entreprise et le travail derrière. Comment? Alors il s'agit de changer les rôles, de passer de rôle de surveillant, de contrôlant de la hiérarchie, puisque tout repose en bonne part dans ces organisations pyramidales sur la hiérarchie, pour transformer ces rôles en animateur de site, en facilitateur, en coordonnateur. Et ceci vise une chose bien simple, que chacun redevienne acteur dans sa sphère d'activité personnelle. Anne Carbonel, ce discours, on commence à le trouver dans les milieux associatifs, on va dire alternatifs, qui s'intéressent à des techniques d'animation, à de la créativité. Je pense aux forums participatifs, je pense aux Fab Labs qui fleurissent un peu partout. Est-ce que l'entreprise aujourd'hui, ou les administrations, ou en tout cas ces organisations publiques et parapubliques, sont aujourd'hui en mesure d'entendre ce discours? Est-ce que ce n'est pas un peu un vœu pieux? Alors, ce que les organisations professionnelles peuvent entendre, ce sont les résultats. Quand on parle de résultats, chez Chronoflex, à l'époque où le PDG met en place ce type d'organisation, il part faire le tour du monde. Et la première des thématiques que les salariés, à qui il laisse la capacité de s'auto-organiser pour réinventer l'organisation, la première des thématiques, c'est les salaires. Et lui est en train de faire le tour du monde. Donc, vous pouvez imaginer les craintes qui l'ont traversé. Eh bien, les salaires ont aujourd'hui augmenté de 15% parce que les bénéfices ont augmenté de 15%. Alors, les chiffres, s'il y a un chef d'entreprise qui est capable de réfuter le fait qu'en progressant, il ait envie de redistribuer, ce serait un petit peu ennuyeux. Alors là, vous parlez beaucoup du chef d'entreprise, Anne Carbonel, mais il y a aussi bien sûr la posture, la capacité peut-être des salariés, des collaboratrices, des collaborateurs à rentrer dans cette nouvelle forme managériale. Est-ce qu'aujourd'hui, là aussi, les travailleurs, pour utiliser un terme peut-être un peu obsolète aujourd'hui, sont en capacité, sont en autonomie de rentrer dans ce type de processus? Je pense à la manière dont on éduque les éléphants en Inde. Vous connaissez, bien sûr. Alors, vous évoquez les travailleurs, les salariés. Il y a un impératif de sens à recréer. Il y a également le rôle joué par les syndicats. On voit dans les interviews que certains représentants qui ont pour mission de défendre les intérêts des salariés peuvent parfois se sentir dépossédés. Donc il y a un travail de reconstruction du rôle de chacun. En libérant, ça responsabilise. Et certains salariés, aujourd'hui, dans des modes de management coercitifs, dominants, et dans lesquels les salariés n'ont plus l'habitude de se responsabiliser, ça peut être un choc. Et le choc pouvant être néfaste, il est important d'accompagner, d'expliquer et de tester. Il y aura toujours des irréductibles, mais par rapport à une minorité d'irréductibles, il y a une majorité d'individus qui aspirent à trouver du sens. Parce que c'est un des besoins fondamentaux de l'être humain. Anne Carbonel, en Inde, on attache les éléphantaux à un gros arbre pendant qu'ils sont petits pour les habituer à rester attachés. Quand ils sont grands, on peut les attacher à une brindille. Ils ne bougeront pas. Ils ne bougeront plus. Est-ce que l'humain a aujourd'hui cette capacité à prendre conscience que finalement, il est bien plus fort que la brindille à laquelle on l'attache? Les organisations libérées en témoignent. S'il y a un conditionnement social très fort, il est aujourd'hui en train de briser les rivets du poids syndical. En France,
mais aussi à l'étranger, en Allemagne et plus largement dans la communauté occidentale. Donc, premier rivet qui est en train de sauter, et ça a commencé depuis de nombre d'années, la représentation syndicale. La représentation de la hiérarchie. Alors, que reste-t-il si la confiance dans le supérieur saute, si la confiance dans la personne chargée de défendre les intérêts des salariés saute, il reste la confiance en soi. Et ça, c'est un défi à relever. Retisser la confiance avec son propre rôle et donc avec son identité au travail. Éric Mutchler, Durablement Vôtre. Momento Magico par la chanteuse de jazz sud-coréenne Yoo Sun-na, paru sur l'album Lento, sorti en 2013. Au travail, on pourrait donc vivre des moments magiques, Anne Carbonel? Complètement. Je pense à des exemples qui ont été portés à l'écran dans le documentaire de Martin Messonnier, Le bonheur au travail. Pour rester dans les limites de la France, on a un exemple chez Proult. Les responsables de sites deviennent des animateurs de sites. Les responsables de lignes de production deviennent des facilitateurs de production. Chez Harley-Davidson, autre exemple, entreprise emblématique qui, à la fin des années 70, est en plein déclin. 70 millions de dettes. Un nouveau directeur arrive qui lance le lean management. En 97, après cette quinzaine d'années de management, ils sont à 15 milliards de cotations en bourse. Comment ? Eh bien, le plus grand atout qu'ils ont mobilisé, c'est le personnel, les hommes et les femmes qui sont derrière là. Il a fallu repenser le comportement au travail. Et comment ont-ils fait ? Ils ont sollicité la participation de chacun. Quelles sont les valeurs importantes ? Les valeurs importantes, dire la vérité. Être juste, faire ce que l'on dit et dire ce qu'on a fait. Supporter tout le monde, donner de la confiance et libérer. Libérer la créativité de chacun. C'est ça, j'allais le dire, c'est en fait libérer déjà l'intelligence individuelle et pour en arriver à une intelligence collective, Anne Carbonel. Alors l'intelligence collective, qu'est-ce que c'est ? C'est pas la somme de chaque intelligence dans une équipe. Il y a quelque chose de beaucoup plus que la somme des parties qui vient de la synergie, qui vient de la dynamique, qui vient de la capacité à sortir des limites de l'individualité pour aller vers l'intérêt du groupe. Alors ça, sacré défi. Vous citiez tout à l'heure, Anne Carbonel, les entreprises libérées. Il y a donc comme ça alors je ne sais pas si elles sont regroupées dans une structure quelconque, une fédération, mais il y a des entreprises libérées aujourd'hui en France, dans le monde? Alors oui, l'exemple d'un ministère vient à l'esprit, le ministère du Travail, le ministère des Affaires sociales et du Transport en Belgique se définit comme une entreprise libérée. On a un Chief Happiness Officer, une personne en charge du bonheur au travail, et les personnes peuvent choisir... C'est pas une histoire belge. Non. Les personnes choisissent les périodes durant lesquelles elles vont être au travail, durant lesquelles elles vont être à la maison. On cherche à élargir comme cela. Microsoft, pour une part, s'inspire aussi de ces modèles, libérant
le bien-être personnel, de manière à concilier les équilibres entre travail et hors travail. Quand on vous écoute, Anne Carbonel, on se dit mais c'est le bonheur absolu. Qu'est-ce qui fait que davantage d'entreprises ne vont pas vers ces modèles? Je pense que tout le monde, que lorsqu'on parle de souffrance au travail, pense évidemment à ce qu'il s'est passé il y a encore quelques temps chez Orange. Alors effectivement, hein, la vague de suicides chez Orange est la surface de l'iceberg. Derrière ces catastrophes humaines et sociales, on a les malaises individuels et les difficultés à les dire pour bon nombre de salariés, parce que c'est s'exposer à des remerciements à plus ou moins court terme, parce qu'il y a un tabou. Là, vous parlez des licenciements, bien sûr. Oui, complètement. Il y a un tabou ou aux pressions qui mènent au départ de certains salariés volontaires ou bien souvent involontaires. Donc, libérer la parole, ça renvoie à une des caractéristiques de la formation INROC, qui est de développer la qualité relationnelle à soi, mais aussi avec les collègues, le supérieur, pour pouvoir dire quand ça ne va pas. Et ça commence par pouvoir dire quand ça ne va pas au niveau du management dont je suis l'objet, ou dont vous êtes vous-même bénéficiaire. Anne Carbonel, la relation, j'allais dire, à soi et aux autres n'est jamais enseignée dans notre système éducatif français. Effectivement, tout récemment, les apports de la communication non violente ont été intégrés dans un rapport, le rapport de Barbieux, qui a été réalisé à la demande du ministère de l'Éducation et qui aujourd'hui fait partie d'un des axes de développement. Il y a d'ailleurs tout un réseau, le réseau Déclic, fondé par Catherine Schmider, une formatrice en CNV, communication non violente, qui vise à développer la communication non violente en milieu éducatif. Et moi-même, dans mes enseignements, je la partage avec mes étudiants. Je transmets cette bienveillance importante, fondamentale dans les relations commerciales que développent mes étudiants. Et d'autres collègues, dans d'autres cours également, s'attachent à développer cette qualité de relation. Tous ces éléments que vous évoquez, Anne Carbonel, j'imagine qu'ensuite, sur le terrain, vous êtes capable de les mesurer. On est dans un domaine là qu'on appelle les sciences molles, à l'inverse des sciences dures. Est-ce que vous êtes en capacité de mesurer sur le terrain l'efficacité de ce type d'organisation? Complètement. Alors, on peut mesurer tout d'abord ce qui permet d'aller vers ce type d'organisation, l'intelligence émotionnelle. On a des outils de mesure, des questionnaires qui permettent d'évaluer l'évolution entre une période de formation et après les acquis de compétences relationnelles. Les résultats maintenant. Les résultats, ce sont les résultats classiques des indicateurs sociaux. Le turnover, l'absentéisme, le taux de rebut, le taux de réclamation, les baromètres sociaux où l'on va mesurer la qualité des relations entre les personnes. Tous ces indicateurs nous permettent de voir si oui ou non une structure professionnelle est attractive, le nombre de réponses que l'on reçoit quand on recrute, la qualité des profils qui sont présents. Alors, toutes choses égales par ailleurs, y compris dans le contexte de chômage important, on peut mesurer les résultats, sur les résultats aussi avec les partenaires, dans les évaluations du personnel, autant de critères qui permettent d'objectiver le qualitatif. Et plutôt que de sciences molles, moi je parle de sciences humaines, à côté de sciences de quoi inhumaines ou de sciences dites dures. Les éléments qui changent l'organisation sont parfois inattendus. Anne Carbonel, voici par exemple ce qu'en dit Jean-François Zobrist, ancien directeur général de la fonderie Favi, dans une vidéo réalisée par Alternego en juillet 2014 à propos de la confiance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le chemin de la confiance, quand tu as démarré, tu ne peux pas t'arrêter. Si tu t'arrêtes, tu ne deviens pas crédible. Parce que tu as quand même un certain nombre d'obstacles que tu lèves. Les obstacles en question, si tu t'arrêtes, ils réapparaissent tout de suite, notamment les cadres. D'accord ? La deuxième chose, c'est que quand tu fais confiance, mais je n'ai pas fait exprès non plus, ça j'ai compris après, il faut faire totalement confiance. La première fois que j'ai fait confiance, c'est que j'ai réuni les ouvriers en leur disant « mais c'est réglé, contrôlé, vous ». Bah oui, bah faites-le. Et je leur dis « faites attention, je supprime le contrôle qualité, expédition ». Et j'ai fait ça uniquement pour leur prouver que je leur faisais confiance. Mais aussi parce que je m'étais dit, les gars de l'expédition, quand ils voient que je supprime là, vont penser que c'est eux, donc ils vont tout bloquer les pièces. Donc, alors prendre la confiance, c'est ça, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout et qu'on ne peut pas arrêter. Mais il faut mettre un cadre quand même. Autrement, ça devient n'importe quoi. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Ce n'est pas un hasard si vous avez choisi cet extrait, Anne Carbonel. Oui, Jean-François Zobrist a repris une entreprise, une fonderie, et aujourd'hui, on exporte même les fourchettes, qui sont des outils de boîte à vitesse, en Chine. 400 personnes. Ouais. 400 salariés. Quand aujourd'hui quelqu'un est recruté chez Zobrist,
Un témoignage montre qu'une jeune femme en pleure, et pas uniquement d'avoir un emploi. C'est la qualité des relations et la qualité de l'autonomie que l'on peut avoir chez Favie. Chez Favie, le management, ce sont des îlots semi-autonomes. Les personnes décident tout ce qu'ils peuvent décider pour eux, ils le font. Avec une finalité, le client. Le client est roi, et en dessous, il y a le chef de site, le directeur de site, et le salarié qui s'organise dans son îlot autonome. En même temps, Anne Carbonel, on n'est pas non plus dans un monde de bisounours. Ah, complètement. Le milieu de la production industrielle, ça n'est pas la Croix-Rouge. Donc, comment parvenir à cette qualité-là de production? On a des primes, on a des boîtes à idées, et on a des personnes qui sont motivées. Alors, comment avoir des personnes motivées? Dans la formation Inrock, c'est ce que l'on vise à obtenir. Alors, précisément, on va en arriver là au cœur comme aussi de l'entretien, Anne Carbonel, cette fameuse formation Inrock pour intelligence relationnelle, organisationnelle, collective, dont vous êtes responsable ici à l'UIT de Metz. Qu'est-ce qu'on fait? En quoi consiste précisément cette formation Inrock, Anne Carbonel? Alors, Inrock, ce sont des modules, 10 jours, séquencés en des modules de 2 jours, en fin de semaine, le vendredi, samedi, pour ne pas empiéter trop sur la semaine de travail. Parce que c'est de la formation continue. C'est de la formation tout au long de la vie, ou continue, qui s'adresse à des chefs d'entreprise, à des responsables de services, des directeurs de sites, des chefs de projet, des formateurs, des consultants, et également des retraités. Il y en a une cette année pour un projet associatif. Donc ces personnes viennent là 2 jours dans le mois, et le mois suivant ont un accompagnement individuel pour favoriser la transposition des acquis sur le terrain dans leurs projets professionnels ou associatifs. Les intervenants sont tous des formateurs certifiés, soit du Centre français de sociocratie, du Centre de communication non violente, et des spécialistes de l'accompagnement du changement. Dans leur parcours, d'où viennent-ils? Farah Bokhari, par exemple, vient de la Banque centrale européenne. Emmanuelle Straub était éducatrice spécialisée. Pierre Tavernier, maire d'un village, ingénieur de formation. Guillaume Dorvaux, de l'Université du Nou, est un des initiateurs du MOOC qui réunit 18 000 personnes sur la gouvernance partagée. Il est ingénieur de formation. Vous citiez à l'instant, Anne Carbonel, un maire. Est-ce qu'il y a là aussi précisément des hommes et des femmes issus de la vie publique? Tout à fait, tout à fait. Pierre Tavernier, donc, de par son rôle de maire, met en œuvre ce qu'on appelle la sociocratie, ou une forme de gouvernance entre des personnes qui ont quelque chose en commun, contrairement à la démocratie, où ce qui est commun est assez éloigné. Là, son équipe municipale est managée sur les bases de la sociocratie, c'est-à-dire de la décision par consentement, où personne ne dit non, c'est différent, tout le monde dit oui. Donc de la décision par consentement, un processus basé sur le cercle, chacun sa place, une place pour chacun, et chacun a un rôle aussi important que l'autre, différent mais aussi important. La hiérarchie n'est pas supprimée. Bien souvent, les gens croient que l'entreprise libérée, la sociocratie, la hiérarchie est supprimée. Pas du tout. Mais c'est différent. On gouverne avec au lieu de gouverner sur. Combien d'organisations? Alors, évidemment, pas les chiffres, il faudrait faire quelques recherches, le nombre d'entreprises en France, le nombre d'associations, le nombre d'administrations. Au bas mot, Anne Carbonel, combien d'organisations aujourd'hui sont concernées par, non pas concernées, mais adhèrent à ce type de démarche, en pourcentage? Aujourd'hui, il n'y a pas... Je dois faire la grimace. Oui, parce que je ne peux pas répondre avec un chiffre, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de recensement exhaustif de ces transformations dans les entreprises. Certaines entreprises font de la sociocratie ou de l'intelligence collective sans le savoir. C'est souvent du bon sens qui amène de la qualité de relation, et on n'a pas besoin toujours de dire qu'on est dans une entreprise libérée pour y être. Ceci dit, c'est beaucoup plus facile quand on a pu suivre les grands principes et être au courant pour les introduire et les traduire dans le quotidien. Alors je dirais qu'aujourd'hui, les chiffres sont marginaux, de par mon expérience de chercheuse intervenante sur le terrain. Néanmoins, de plus en plus de salariés aspirent à ces changements, et les chefs d'entreprise et les responsables de service à de la performance. Donc la conscience professionnelle est là, toutes les conditions sont réunies pour qu'on y passe à ces entreprises et ces organisations libérées.
Depuis le début de notre entretien, nous évoquons le management, Anne Carbonel. Revenons aux fondamentaux pour comprendre l'enjeu du sujet avec le sociologue François Dupuis. La définition la plus simple que je connaisse du management, c'est de dire le management, ça consiste à obtenir des gens qui fassent ce que l'on souhaiterait qu'ils fassent. Eh bien, si on compte l'obtenir simplement par la réglementation, simplement par le contrôle, que ce soit des systèmes de reporting, des indicateurs, etc., alors petit à petit, on en sortira toute vie de l'entreprise et on aura une entreprise mécaniste, on peut dire ça comme ça, dans laquelle la seule volonté des individus, ce sera de réduire leur implication au travail. Ce sera d'en faire le moins possible. Et je vous assure qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui sont largement dévitalisées. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Cet extrait est tiré d'une vidéo réalisée par le cabinet de conseil alternatif en stratégie, management et organisation Human en 2015. On est d'accord sur le quoi, la question c'est le comment, Anne Carbonel. Alors comment? En fait, il faut articuler une dynamique au travail. Avec François Dupuis ou encore avec Jean-Claude Sardas, la dynamique du plaisir, de la connaissance et du pouvoir permet de développer la qualité des résultats. Le pouvoir, on peut avoir le pouvoir, mais pas les connaissances. On peut avoir les connaissances, mais pas le pouvoir. Pour que connaissance et pouvoir s'articulent, il faut qu'il y ait le plaisir de mettre en œuvre ces connaissances, et le pouvoir de les traduire. Et alors, le cercle vertueux du plaisir au travail peut se mettre en marche. Et Churchill disait que le problème de notre société, c'est que les gens ne cherchent pas à être utiles, mais cherchent à être importants. Alors là, ce sont les questions de l'ego, effectivement. Et l'ego, avec les changements de posture auxquels l'intelligence collective invite, peut, tout en restant dans une culture occidentale, j'en ai bien conscience, peut aussi être revisité. Mais c'est un défi quotidien aussi. On en a pour quelques siècles. Au moins. Les intervenants, on a parlé à l'instant tout à l'heure, Anne Carbonel, des intervenants. Les stagiaires, quelle est leur motivation? Est-ce qu'ils sont eux-mêmes dans une situation soit managériale, soit, pourquoi pas, de souffrance au travail? Ils cherchent autre chose, ils cherchent d'autres voies. Est-ce qu'il y a une espèce de profil type des stagiaires qui viennent chez vous, ici à l'UT de Metz, dans cette formation INROC, intelligence relationnelle, organisationnelle, collective? Alors de souffrance, non. De quête de changement, de quête d'enrichissement, de quête de créativité, de dispositifs qui permettent de développer, d'innover et de créer, oui. On a une personne qui dirige un centre social d'hébergement. Cette personne a envie de réorganiser, de redynamiser, de remotiver. Une autre personne qui dirige une MJC, qui, elle, est curieuse de développer une meilleure coopération, une collaboration pour aller encore plus loin dans ces dispositifs qui sont présents, mais pour aller plus loin, pour un meilleur accueil du public. Une autre personne qui dirige une entreprise de fabrication de murs d'escalade, donc dans l'industrie, qui, elle, veut développer ses compétences et aller vers un conseil beaucoup plus profond, beaucoup plus pertinent pour changer la capacité à avoir une vision stratégique dans son entreprise et qui s'oriente aussi vers le consulting en parallèle à son projet d'entreprise. Vous parliez tout à l'heure, Anne Carbonel, sans rire, de ministère du Travail belge, entreprise libérée. Est-ce que l'administration française n'aurait pas intérêt à s'inspirer du modèle que vous développez à INROC? Alors complètement. D'ailleurs, on a parmi les stagiaires de la formation INROC une personne qui est fonctionnaire et qui est inspirée par ce type de management. À l'université, mais aussi dans la fonction publique, les ressorts de la créativité sont tellement bridés par une vision qui peut être pour certains très sécurisante, mais qui empêche d'épanouir cette dimension de plaisir au travail. En même temps, on a vu que c'est une formation continue que vous organisez, Anne Carbonel, de telle façon à ce qu'elle ne perturbe pas le travail des stagiaires. Lorsque vos stagiaires retournent précisément dans leur organisation, je ne dis pas entreprise volontairement, dans leur organisation, tentent de mettre en œuvre ce qu'ils apprennent, ce qu'ils découvrent dans vos formations INROC, j'imagine que ça ne marche pas systématiquement à tous les coups. Mais c'est ce que l'on constate, pour certains, dans les périodes d'accompagnement. Puisque nous accompagnons
pendant le mois où il n'y a pas de formation, avec un entretien d'1 heure, chaque stagiaire, pour voir comment ça se passe. Tout changement génère des résistances. Il n'y a que ceux qui ont rien à perdre, autrement dit, les personnes les plus défavorisées qui ne sont pas favorables au changement. Les sociologues l'ont bien montré, le changement génère donc des résistances. Et donc pour traduire les acquis de la formation, pour libérer, pour coopérer, pour générer de la confiance, ça suppose d'y aller progressivement, d'expliquer, et on y va tout doucement. C'est un peu sortir de sa zone de confort au départ. Oui. Accepter déjà de sortir, de découvrir l'inconnu. Alors c'est sortir de sa zone de confort et en même temps trouver beaucoup plus de confort. Parce qu'en sortant de la zone de confort, de soi-disant confort où tout repose sur les épaules d'un seul, on va vers une zone de confort qui est celle du groupe, où tout repose sur le groupe. Dans l'intelligence collective, ce n'est pas une personne qui prend une décision, c'est le groupe qui va prendre une décision. Anne Carbonel, ce que vous nous expliquez, en fait, c'est une révolution profonde. Si elle a la bonne idée de faire tache d'huile, on va vers un autre monde. C'est un autre paradigme. Un paradigme que certains disent de la conscience au travail. De plus en plus de jeunes, aujourd'hui, s'ils ne voient pas le sens, partent. Réussissent certains des concours de haut niveau de la fonction publique, partent. Dans le privé, c'est pareil. Combien de financiers quittent aussi parce qu'ils sont dégoûtés des systèmes. On a besoin de conscience. Et donc, un ROC peut être un moyen de renouveler le sens du travail au quotidien. This is my freedom. This is my voice. My piece of freedom. My blind-eyed choice. These are my movements. These are my arms. This is my trumpet. These are my drums, 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 drums. Let me go, let me go. Let me go, let me go. This is my moment, again and again. I'm not yet existent. I have never been. I am my future. I'm on my way. Forever, forever. Let's play, play, play. Let me go, let me go. Let me go, let me go. Éric Mutchler, Durablement Vôtre. Une invitation au voyage, un éloge de la lenteur qui assume le silence, l'étirement, nous dit la présentation de ce titre Let Me Go du quartet Éric Truffaz avec Sophie Unger. C'est l'ambiance de vos cours, Anne Carbonel? De mes cours, non. De ceux qui m'inspirent dans mes cours, oui. Let me go ou laisser aller chacun
vers ce qui est le plus juste dans son rapport au travail. Moi, je donne des cours qui permettent de développer les compétences relationnelles. Anne Carbonel, vous êtes maître de conférence en sciences de gestion université, responsable de la formation INROC, Intelligence relationnelle organisationnelle collective, à l'IUT de Metz. Vous êtes heureuse au travail? Alors, je ne suis pas naïve. Il y a des moments où c'est en tension. Je suis heureuse quand j'arrive à traverser ces tensions en me respectant et en respectant mes collègues, ma hiérarchie et mes étudiants. Là, je suis heureuse. Comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à cette... on sent bien que ça vous habite, cette réflexion sur, j'allais dire presque le plaisir au travail avant tout, en tout cas la manière d'articuler les deux. Ça vous est venu comment et quel est votre propre parcours, Anne Carbonel? Alors, j'ai d'abord eu une expérience de commercial et j'étais assez stupéfaite de voir la manière dont on attendait que j'exécute des ordres qui ne m'amenaient pas toujours à devoir être en situation de respecter le client. Et alors ça, moi, j'y arrivais juste pas. Donc, c'est-à-dire un exemple. Conflit avec mon supérieur qui disait « Mais là, il faut absolument tout mettre en œuvre pour pousser à la décision. » Quand moi, j'aime prendre mon temps pour la décision. Donc ça n'allait pas. Donc je suis partie, j'ai repris mes études. Mais ça, c'est parce que vous êtes une rebelle à la base. Ah, rebelle, non. J'ai besoin que ce soit juste. Que ce soit juste en moi, ce que je fais. Et là, ça fait sens. Vouloir manipuler des clients, ça faisait pas sens pour moi. Par contre, être dans une relation de qualité, d'authenticité, ça fait sens. Et c'est ce que l'on essaye de développer dans cette formation. J'ai toujours été à la recherche de l'alignement, de ce qui est juste, pour moi comme pour l'autre. En même temps, Anne Carbonel, aujourd'hui, vous êtes dans une situation de fonctionnaire. Est-ce que vous seriez en capacité, pensez-vous être en capacité aujourd'hui de retourner dans une entreprise et de pratiquer précisément cet alignement que vous évoquiez à l'instant? Bien, vous savez, dans le cadre de nos activités d'intervention sur le terrain, notamment en sciences de gestion, nous intervenons. Aujourd'hui, je suis impliquée dans un contrat de recherche et nous sommes au carrefour entre plusieurs acteurs élus, des chefs d'entreprise, des agriculteurs, des citoyens, des membres d'associations. Et tous ces acteurs-là, des acteurs institutionnels également, tous ces acteurs-là ont des logiques différentes. Et pour travailler ensemble autour d'un projet de territoire, puisque ça sent que c'est un projet de territoire, il faut être capable de s'écouter. Et ça, c'est vraiment fondamental, parce qu'à plusieurs, en plus, quand on s'écoute, on arrive à s'entendre. Très souvent, on ne s'entend pas parce qu'on ne s'écoute pas. Donc, première compétence et qualité, la qualité d'écoute. Est-ce que votre vie a changé entre votre expérience de commercial que vous évoquiez et aujourd'hui, vous êtes responsable de la formation INROC, Anne Carbonel? Aujourd'hui, ma vie a changé. Parce que je trouve du sens dans la transmission, dans le montage d'une formation qui peut contribuer à un autre paradigme au travail, où on est plus de conscience professionnelle. Je dis bien conscience professionnelle grâce au sens, à la liberté et à la créativité qu'on peut mettre dans le périmètre qui est celui de nos attributions au travail. Donc oui, j'ai du plaisir à transmettre, j'ai du plaisir à faire de la recherche sur ces sujets aussi, avec mes collègues du laboratoire Cerefi à l'Université de Lorraine. Donc oui, j'ai du sens, j'ai choisi cette réorientation, il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années, et je suis très heureuse de l'avoir prise. Comment réagissez-vous lorsque vous voyez autour de vous des gens qui, précisément, vont au travail, j'allais dire, sans le sens que vous évoquez? Je suis pleine de compassion pour ces personnes-là, parce que ça m'attriste voir des personnes qui passent une journée et des mois et des années sans être heureux. Et là, j'interpelle les futurs managers que je forme dans le cadre du master à l'IAE, du master 2 ressources humaines, et tout responsable de personnes, j'interpelle chacun à se dire, je peux offrir quelles conditions pour que le potentiel puisse s'exprimer au travail des personnes qui sont sous ma responsabilité. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Anne Carbonel, maître de conférence en sciences de gestion à l'Université de Lorraine et responsable de la formation diplômante INROC. INROC pour Intelligence relationnelle organisationnelle collective. C'est le moment de votre choix. On écoute. Au fond, tout le monde dit la même chose. J'ai de la joie quand il y a de l'authenticité, quand il y a de la confiance mutuelle, quand il y a de la réciprocité,
quand il y a du respect de chacun, quand il y a de l'équilibre dans la relation. Voilà, ce genre de choses. On aime, on est à l'aise quand il y a des relations de qualité. La troisième chose, quelque chose autour de réaliser quelque chose qui a du sens. Alors vous pouvez le déployer, ça peut aller de, j'entendais tout à l'heure dans un petit groupe, voilà, faire quelque chose qui est utile socialement. Le fait d'être utile, quelque chose autour du sens, on sait que c'est pas facile de trouver du sens dans son environnement professionnel, mais je vois bien que quand il y a du sens, on a de la joie, et quand il n'y en a pas, ça peut être vraiment difficile. Le propos de Françoise Keller, formatrice en communication non violente, dans une conférence à Vitellia, le salon de la qualité de vie au travail, le 3 juin 2015, pour illustrer votre coup de cœur, Anne Carbonel. Oui, alors Françoise Keller est une formatrice, une des 40 formatrices certifiées, formateurs certifiés du Centre de communication non violente en France, puisque c'est une structure internationale, il y en a dans le monde entier. Alors c'est un coup de cœur parce que la CNV a mis de la joie dans ma relation au travail et dans ma relation plus largement à la vie. Le principe développé par Marshall Rosenberg... Oui, j'allais vous poser la question, tout le monde n'est pas forcément... On comprend les mots, mais... On ne comprend pas forcément le concept. Alors c'est un étudiant de Carl Rogers, le fondateur de la psychologie positive, qui a développé la communication non violente. Pour Marshall Rosenberg, bon nombre de nos soucis dans la vie viennent du fait que l'on n'accueille pas l'élan de vie qui nous habite, et que l'on s'enferme. Et comme l'enfer crée un enfermement, comme dit Thomas Dansbourg, eh bien, l'idée de la communication non violente est de retourner aux sources de cet élan de vie pour le traduire dans son contenu. Alors ça suppose quoi? Ça suppose d'aller à la recherche de ses besoins pour les écouter. On parlait tout à l'heure de management, les besoins fondamentaux de l'homme au travail, que peuvent être la reconnaissance, que peuvent être la créativité, que peuvent être aussi les besoins de survie. Aller au travail pour gagner de l'argent, c'est aussi humain. Anne Carbonel, la société d'aujourd'hui a plutôt tendance à produire des individus, au contraire, plus précisément très centrés sur leurs propres besoins, voire uniquement centrés sur leurs propres besoins. J'ai envie de dire que cet aspect-là des choses me semble acquis, non? Oui et non. Non, pourquoi? Parce que écouter ses besoins, ça suppose d'en prendre conscience et de voir dans quelle mesure on peut les satisfaire. Et il n'y a pas que les besoins de consommation, qui certes sont aussi importants, dès lors qu'ils permettent de nourrir un bien-être, mais au-delà des besoins de relation, des besoins de sens, des besoins de liberté, des besoins de célébrer, le besoin de trouver de la joie au travail. Ce besoin-là, eh bien, il n'est pas souvent célébré. Combien de personnes arrivent à dire ce qui les met en joie au travail? Oui, on exprime plus souvent ce qui ne va pas. Ben oui. Alors, c'est par l'authenticité, parce que ça suppose de pouvoir dire ce qui ne va pas aussi. Et ça peut mettre en joie de se dire, eh ben, j'ai pu dire ce qui n'allait pas aujourd'hui à mon chef. J'ai pu écouter ce que mes collaborateurs trouvaient qui n'allait pas dans mon management, pour trouver des axes de progrès. Donc ça suppose de libérer la parole, pour pouvoir écouter et progresser. Sans ça, pas de progrès possible. On peut faire aussi le lien avec Carbonel, précisément, on va revenir à l'introduction de cet entretien, avec le développement durable. Finalement, la difficulté du développement durable, c'est non pas de s'enfermer dans... Enfin, c'est la difficulté, c'est le problème en tout cas, de rester enfermé dans sa sphère d'appartenance, que ce soit l'écologie, le social ou l'économique, et finalement de ne pas être en capacité d'entendre ce qui se passe dans les autres sphères. Est-ce que là, un ROC, par exemple, a une vocation, a un rôle à jouer, précisément dans la mise en œuvre et la définition même de ce développement durable? Alors, par les compétences de mise en relation qu'un ROC développe, capacité à être en relation avec l'autre, mais aussi d'intelligence collective et organisationnelle, un ROC vise à développer des écosystèmes de partenariats commerciaux, de partenariats inter-institutions, de partenariats financiers, mais surtout de partenariats sur le territoire avec d'autres acteurs pour se soutenir dans les axes de progrès. Alors, oui, aujourd'hui, les hommes et les femmes qui ont envie de contribuer à un mieux-être, un mieux-vivre et une plus grande performance sociale au travail et donc économique qui en résulte, peuvent aujourd'hui réellement trouver des solutions dans de nouveaux modes d'organisation qui sont plus écosystémiques, qui sont des organisations vivantes. Anne Carbonel, est-ce que Donald Trump aurait intérêt à suivre la formation un ROC? Alors, il pourrait candidater, bien sûr.
ça lui ferait le plus grand bien. Et grâce, heureusement, à un réseau international, aux États-Unis aussi, ce genre de formation se développe. Sauf que lui va vous dire qu'il n'en a pas besoin puisqu'il a réussi sa vie. Alors, la réussite, c'est très subjectif. S'il l'a réussi pour lui, c'est bien. Reste peut-être à se poser la question, l'a-t-il réussi pour le reste de la planète et de ses concitoyens? La question reste ouverte. Anne Carbonel, à vous écouter, on a le sentiment que finalement nous sommes un peu à la croisée des chemins, puisque vous évoquiez à l'instant la communication non violente. Notre société est un peu à un point de bascule où elle s'engage dans la voie de l'intelligence collective. Vous parliez de changement de paradigme, d'un nouveau monde, avec basée sur une communication non violente et sur l'intelligence collective, ou une bascule vers un monde précisément violent qui ne respecte pas les ressources naturelles, qui les épuise. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est là, aujourd'hui, à ce point de rupture? Complètement. On a un moment crucial, me semble-t-il, de l'histoire de l'humanité, par rapport au risque de péril dans la reproduction des espèces et l'avenir de l'humanité, comme dit le dicton amérindien. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, mais nous empruntons celle de nos enfants, d'où la responsabilité de chaque être humain dans son quotidien, de mettre en œuvre des dispositifs qui permettent de construire un autre monde plus viable, plus solidaire et plus épanouissant, à commencer par le quotidien au travail. Merci Anne Carbonel pour cet entretien. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes maître de conférences en sciences de gestion à l'Université de Lorraine, responsable de la formation diplômante INROC, INROC pour intelligence relationnelle, organisationnelle, collective, une formation dispensée à l'IUT de Metz. Pour en savoir plus, rendez-vous sur FC pour formation continue, je reprends donc fc.univ-lorraine.fr. Vous pouvez réécouter cette émission et toutes les précédentes sur durablementvôtre.fr.